bienvenue dans la libre antenne après ce match de foot pour continuer de partager autrement ce qui nous fait vibrer. Et puis parfois on ne vibre pas, on aimerait bien, mais il y a quelque chose qui nous entrave. C'est Natalia qui sur la page Facebook de la libre antenne du week-end m'a demandé de parler de la procrastination en introduction. Vous savez, cette fâcheuse tendance de remettre au lendemain ce que nous pouvons faire le jour même. Elle nous prend le dimanche soir, le lundi matin quand une semaine chargée nous attend et que la to-do list nous empêche de trouver le sommeil. Sur le moment, procrastiner permet d'évacuer une tâche peu enthousiasmante, mais sur le long terme, ce mécanisme sape insidieusement l'estime de soi et fait le lit des stratégies d'échec les plus redoutables. C'est une réponse à l'angoisse qui devient elle-même une angoisse par la suite. C'est un cercle vicieux en somme, et si nous y prêtons attention, c'est même un comportement quotidien pour la plupart d'entre nous. Or, il est source de stress car c'est bien l'ampleur de la tâche, son poids psychologique au travers de l'idée qu'on s'en fait qui pousse à différer le moment de s'y mettre et à s'investir de préférence dans une activité plus gratifiante. Alors les conséquences immédiates étant le plus souvent positives, parce qu'on substitue une tâche plus aisée à une autre, on trouve une satisfaction sans délai, eh bien elles renforcent le comportement et les conséquences négatives arrivant, elles, beaucoup plus tard. Pour s'en défaire, il faut donc s'attaquer au subtil équilibre entre gratification et sanction, mais aussi savoir se protéger contre les stimulations et les sollicitations susceptibles de créer des distractions. Enfin, ne pas attacher trop d'importance au niveau d'excellence supposé impossible à atteindre, la préoccupation du détail qui se fait au détriment de l'essentiel, l'autocritique excessive, la surestimation des difficultés, bref, tout un cortège de mécanismes qui, s'ils visent à protéger une estime de soi fragile, sont en réalité contre-productifs. Il est temps de cesser les bonnes résolutions qui s'accompagnent d'une motivation insuffisante et des courages avant même d'avoir commencé. Ne plus être dans le devoir-faire, mais j'ai intérêt à faire. Et je vous assure que toutes les recettes de gestion du temps n'y feront rien. Commencez par repérer les tâches sujettes à procrastination, de façon plutôt à identifier la nature des activités qui vous plombent le moral, et puis toutes les peurs qui s'y rattachent, la peur de ne pas être à la hauteur, d'échouer ou même de la réussir. Allez, on en parle si vous voulez ce soir de tous ces petits arrangements avec nous-mêmes. Appelez-nous au standard au 39 21, vous serez accueillis ce soir par Quentin et Sonia sous l'œil attentif de Nicolas qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS ou nous adresser un mail sur europe1.fr 39 21. J'attends vos appels. Sophie Peters sur Europe 1. Et puis avant d'accueillir Anne-Marie à l'antenne, je voudrais que nous ayons une pensée pour les victimes de l'attentat en Floride et pour leur famille. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Oui, c'est la première fois que je passe à l'antenne. Oui, alors c'est toujours un peu impressionnant. Oui, c'est toujours un petit peu impressionnant. Oui. Oui. Alors, parfois, comme je disais à votre collaboratrice, depuis que je suis veuve, depuis 2013, j'ai beaucoup de conflits avec la famille de mon mari. Oui. Oui, et je ne sais pas pourquoi, parce que avant que mon mari décède, il avait rompu les ponts avec eux. Oui. Et puis après, quand mon mari est tombé malade, j'ai voulu renouer les ponts. Oui. Ça a été un petit peu, et puis quand mon mari est décédé... ça a recommencé. Oui. Et ça n'a plus été, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une façon... Parce que je sais pas ce qui s'est passé. Oui, mais en même temps, Marie, si vous me dites que les ponts étaient rompus avant qu'il ne tombe malade, c'est vous qui avez... C'est donc vous... Lui. Oui, mais c'est vous qui avez, arrangé les choses, en fait, pour qu'avant qu'il parte, sa famille puisse, qu'il se retrouve, en fait. Voilà. Oui, bien sûr. Et donc, finalement, j'imagine que le conflit qui existait auparavant n'est forcément pas résolu et vous en êtes malheureusement l'héritière, j'ai l'impression. J'encaisse tout, quoi, pour le moment. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vous font? Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous devez les voir, comment ça se passe comme... Non, je ne veux pas les voir, c'est que ils me faisaient des visites régulièrement. Oui. Surtout son frère. Mais lui, son frère, c'est quand même quelqu'un qui est très personnel. Oui. Hein, il ne pense qu'à lui. Et puis les autres, ils ne s'intéressent pas tellement aux autres.
En fait, vous vous sentez un peu abandonné après à la fois la perte de votre mari et puis cette famille que vous aviez un peu retrouvée. Oui. Figurez-vous que j'ai quand même une maladie quand même qui est très pénible. Oui. Et bon, j'ai une polyarthrite rhumatoïde, tout ça. Oui. Et lui, il s'en donnerait pas compte. Hein. Alors, moi, on aurait dit que j'existais pas. Oui. Il n'éprouvait pas de compassion pour moi. Vous dire votre mari? Non, son frère. Le frère de mon mari. Oh, d'accord, votre beau-frère, pardon. Oui. Oui, on aurait dit qu'il... non, c'était pas qu'il s'en foutait, mais il était indifférent à ça. Patati, patata, et puis voilà. Et puis, un jour, ça a éclaté. Il m'a dit des mensonges. Et puis, avec mon fils Sébastien qui a un petit peu, qui vit avec moi constamment. Oui, qui est handicapé. Ça c'est le sorti. Et c'était le cimetière. Alors je commence à en avoir marre à moi. En fait, c'était pas rigolo pour moi. Hein. Oui. Alors, alors je lui avais dit à ce monsieur-là, enfin je dis pas le prénom. Oui. Je sais jamais. Pourquoi tu l'emmènes pas aller se promener un petit peu en ville? Tout ça. Oh, ben, c'est qu'il voulait pas. Je sais pas ce qu'il y a. Alors ça m'a pas plu et puis après. Et vous êtes disputé. Oui. Non, c'est même pas disputé. Oui. C'est qu'il y a une femme dans le village. Elle m'a raconté beaucoup de choses. Moi, j'habite pas dans un village, mais voilà, dire de cette femme-là, je me dis tu pars. Ton beau-frère, c'est un drôle de coco, patati patala. Il raconte que des bobards. Vous le connaissiez, après... vous le voyiez beaucoup avant, ce beau-frère? Non, parce qu'il voulait renouer les ponts, tout ça. Je ne sais pas ce qu'il voulait de moi, ce qu'il attendait de moi, hein. Je ne sais pas. C'est eux qui ont renoué, non? Vous dites c'est vous avant le décès? Non, c'est eux qui... c'est ce monsieur-là, c'est son frère qui dit, bon ben, je te ferai des visites de temps en temps. Ah oui, il était plein de bonnes intentions, a priori, envers vous, à la mort de votre mari. Mais quand même pas, je ne sais pas sur la même longueur d'onde que lui. Vous connaissez peu, en somme. Vous connaissiez peu. Oui, vous savez, on se connaît peu. Donc vous découvrez maintenant, là, ça fait combien de temps que votre mari est décédé, Anne-Marie? Il est décédé en 2013. Oui, il y a 3 ans. Oui. Et puis, mon voit, je sais pas, ils n'ont pas vécu ensemble longtemps. Ils n'ont même pas été élevés ensemble, tout ça, alors ça. Oui. C'est ça qui, je sais pas. Oui, il y a peut-être eu au moment, vous voyez, du décès de votre mari, une intention de rattraper un temps passé, des liens qui avaient été distendus. Et puis, comme vous n'avez pas créé ces liens, n'ont en fait véritablement pas été créés, il découvre, voilà, il vous découvrez, puis vous réalisez que le courant passe pas finalement si bien que ça, ou c'est pas si facile. Il s'intéresse pas. Oui. Il s'intéresse pas tellement à moi. Oui. Il s'intéresse ni à moi, ni à mon fils. C'est toujours moi. Moi, je fais des voyages, moi, je fais ceci, moi, je fais cela. Et puis... Il vient se raconter, quoi. Il vient se raconter à vous. Et puis les autres, et puis moi, ça je m'intéresse pas beaucoup. Oui. Alors moi, après, je lui ai téléphoné, et puis je lui ai dit que c'était fini, que j'étais un menteur, qui m'avait quand même embobiné, tout ça, et puis... Il n'a pas compris sur le coup, il n'a pas compris du tout. Oui, c'est-à-dire quand vous traitez quelqu'un de menteur, si lui n'a pas ce sentiment-là, il ne comprend pas. Oui. Oui. Il a dû se sentir un peu agressé, vous voyez. Ouais. Oh, qu'est-ce que vous voulez il n'a qu'à se remettre en question aussi, hein. Oui, alors après, pour faire en sorte que l'autre se remette en question, il y a peut-être d'ouvrir le dialogue sans plaquer forcément un jugement, parce qu'il a dû se demander d'où vous sortiez tout ça, même si, vous a raconté des choses, mais se sentir accusé comme ça, c'est pas toujours facile, hein, dans une relation. Non, moi je m'en doute, mais... Oui, vous en avez conscience, mais c'est pas facile pour vous, vous savez pas trop faire, là, c'est ça? Non, je sais pas trop faire, non. Non, pas du tout. Parce que vous y tenez, Anne-Marie. Est-ce que c'est important pour vous, si vous appelez ce soir, j'imagine que oui, que cette relation existe et qu'elle se passe bien, ou vous vous dites, non, finalement, je préfère qu'il n'y ait rien. Qu'est-ce que vous vous dites là par rapport? Moi, je voudrais au moins que
soient pas trop, qui soient pas aussi égoïstes que ça, Oui. et puis qui pensent quand même que mon fils Oui. a des difficultés. Mais c'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut l'emmener dans des endroits un peu morbides. Oui. Hein. Alors, il pourrait quand même l'emmener un petit peu en ville, voir des musées, au moins se promener, avoir une petite chaleur humaine, quoi. D'accord. Donc, De dire que c'est parce qu'il existe quand même, qu'il existe. Hein. Oui. Parce Alors, que moi, moi j'emmenais partout, avant que, maintenant que je peux presque plus marcher, c'est pas ça, mais c'est une maladie qui me... oui, c'est fatigant pour vous, c'est difficile. Oui, c'est très fatigant pour moi. Oui. Et donc ça vous aiderait vraiment énormément que votre beau-frère puisse vous relayer auprès de votre fils et fasse ça pour vous deux. Je comprends. Donc Anne-Marie, là, vous voyez ce que vous êtes en train d'exprimer, c'est votre besoin, votre réel besoin, et que c'est ça qui doit être dit ou qui lui c'est plus important que de le traiter, parce que si vous avez un besoin envers une personne quelle qu'elle soit et que vous êtes un peu en colère parce que vous avez l'impression quand même que ce besoin il pourrait être entendu, respecté, il est tellement évident pour vous qu'il devrait quand même s'en douter. Ben non, les choses sont pas si évidentes, et que plutôt que de lui asséner parce que vous êtes vraiment pas content de plein de choses sur lui, parlez-lui de vous. C'est-à-dire, moi je t'appelle parce que je suis très triste, j'ai l'impression qu'on compte pas pour toi, ce qui m'aiderait vraiment avec ma maladie, c'est que tu t'occupes un peu de mon fils. Moi j'ai une vraie demande, vous avez une vraie demande à lui faire. Oui, et c'est ça qui compte. Il faudrait qu'il en soit capable aussi. Hein. Mais peut-être si vous faites une demande, vous savez pas ça. Bah oui, Tant que vous n'avez pas demandé, vous ne savez pas. Oui. Oh, bah, de toute façon, mon mari... Parce que moi, ce que je comprends de Marie, c'est que vous avez écouté, une personne ou dans le village vous dire des choses sur lui, et vous avez décidé, en ayant toutes ces informations, qu'il n'était pas capable d'être là pour vous, ou qu'il n'avait pas envie, ou que finalement c'était un type bizarre, ou qu'il avait ses petites manies, ou j'en sais rien. Et bref, tout ce que vous savez sur lui vous persuade qu'en fait, il va pas pouvoir être bien pour vous. Donc, quand vous l'avez appelé, vous étiez plutôt dans cette conviction-là, et puis vous étiez pas contente, donc vous lui avez dit, un peu c'est pas juste, quoi, la personne pas contente. Alors que si vous ne tenez pas compte, après tout, de ce qu'on vous dit sur lui, mais vous lui faites suffisamment confiance, en tout cas au départ, sans savoir, pour dire... Voilà, moi je t'appelle parce que j'ai vraiment un besoin, j'ai vraiment une demande, et je voudrais savoir si tu peux le faire, puis vous verrez bien. Là, il s'agira de confiance ou pas, s'il va le faire ou pas. Ah, bah oui, mais là... C'est un peu tard, vous pensez maintenant? Oui, je crois que c'est un peu tard. Alors, vous voyez, depuis le mois de décembre, on a fait silence radio. Depuis décembre. Et puis, voilà qui s'est remis à envoyer une carte d'anniversaire à mon fils. Ah, c'est bien ça, oui. Oui, mais enfin... enfin quoi? Mon fils, ça c'est un point positif. Plus, hein. Oui, mais Anne-Marie, on peut pas tout avoir d'un seul coup. Ça veut dire, vous n'êtes pas parlé depuis le mois de décembre. Regardez quand même, le verre, j'ai envie de dire, à moitié plein et pas à moitié vide. Il a envoyé une carte postale à votre fils, donc c'est bien que c'est important pour lui. Il pourrait ne pas le faire non plus. Ah oui, d'accord. On peut se dire ça. Voilà, on ne va pas forcément regarder. Donc peut-être que vous pourriez. C'était quand cette carte d'anniversaire? C'était tout récent? C'est aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Ah, génial. Bon, Anne-Marie, vous pouvez peut-être lui passer un petit coup de fil cette semaine pour le remercier, en lui disant j'ai bien reçu la carte d'anniversaire. Et puis j'en profite peut-être, si vous le sentez, pour m'excuser, j'ai peut-être été un peu maladroite. La vérité, c'est que j'ai été très en colère parce qu'en fait, j'ai vraiment besoin de toi, et ça me ferait très plaisir que tu sois plus proche de nous. Et moi, j'aurais besoin que tu nous aides, que tu fasses un peu des balades avec mon fils. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu serais d'accord? Est-ce qu'on peut reprendre des relations plus apaisées? J'étais tellement malheureuse, ou je souffrais tellement. Voilà, vous pouvez lui dire. Quelquefois, quand on est malheureux et qu'on souffre, on est un peu en colère. Après tout, si... Vous voyez, c'est là que vous allez voir comment... En colère, je suis un petit peu... Je suis déçue parce que je comprends pas que ces gens-là, ils pensent qu'à eux. Oui, mais si vous plaquez... Anne-Marie...
Oui, mais vous ne lui laissez aucune chance. Si vous faites ça, peut-être qu'il a tendance à penser beaucoup à lui. Mais en même temps, dans la croyance, dans ce que vous lui plaquez, ou dans la colère, ou la déception, on va dire, voilà, la déception que vous avez, ben, vous le mettez à un endroit où vous ne lui laissez pas la possibilité de faire autrement, puisque vous êtes déçu. Laissez-lui une chance. Oui, mais il est adulte, hein. Eh oui, il est adulte, mais justement, lui laisser une chance, c'est lui faire une demande qu'il aura la liberté d'accepter ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne s'est pas parlé depuis le mois de décembre. Oui, mais vous avez une bonne occasion. On s'est pas téléphoné, mais on s'est quand même écrit pour la bonne année. Voyez. Ah ben voilà, c'est important. Donc là, vous avez une superbe occasion, Anne-Marie, de passer un petit coup de fil de remerciement et d'être un peu apaisée. Et vous avez bien fait d'appeler la libre antenne ce soir pour qu'on en parle, pour justement lui dire, je l'ai un peu gros sur le cœur, quoi. Vous parlez de vous. Voilà. Oui, c'est ce que j'entends. Mais parlez de vous, Anne-Marie. Ne lui parlez pas de lui. Vous savez, oui, c'est agressif. Imaginez qu'une amie vous appelle, ou une amie, ou une belle-sœur inversée. C'est vous le beau-frère et c'est lui la belle-sœur. Et on vous appelle pour vous dire, oui, tu penses qu'à toi, t'es un menteur, tu m'as dit que tu t'occuperais de moi et de mon fils, tu fais rien du tout, tu. Le tu, ça tue. Hein. Oui. Ah oui, ça c'est vrai. Ça tue la relation. Alors que si vous dites je suis triste, je suis très en colère, je suis déçue, j'ai besoin de toi, je te fais une demande, j'aimerais vraiment que, là, au moins, il prend ou il prend pas. Je vous dis pas qu'il va le faire, mais au moins vous l'avez dit et là vous saurez vraiment à qui vous avez affaire. Oui, mais par contre, vous voyez, j'ai reçu la carte d'anniversaire vendredi ou samedi, et puis ce matin j'ai reçu un coup de fil. Oui. C'est mon fils qui a répondu, mais moi j'ai pas appelé, j'ai pas répondu. Non. Ah, c'est lui qui a appelé ce matin? Ah oui, c'est lui qui a appelé ce matin, oui. Et votre fils vous en a parlé? J'étais là quand il s'est Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pas osé lui parler? Votre fils lui a parlé? Comment ça s'est passé? Ça a été bien, ça dit. Oui. Enfin, comme il cause pas beaucoup, mon fils. D'accord, oui. Alors, Anne-Marie, raison de plus pour dire, tiens, j'étais loin du téléphone ou j'ai pas entendu, je sais que tu as appelé, mais c'est très gentil. Remerciez-le. Il a appelé, il a envoyé une carte. C'est quand même le signe qu'il pense à vous et que vous lui manquez. Il le ferait pas sinon. Rien n'y oblige. Je crois qu'il a des regrets. Hein. Qu'il a? Je crois qu'il a quand même des regrets. Hein. Bien sûr. Oui. De ce qu'il dit, non mais il n'a pas tous les taux, mais il a quand même des regrets parce qu'il nous a dit quand même des trucs quand même pas très gentils. Hein. Oui, quelquefois, on dit des trucs pas très gentils sous le coup de la colère. Vous aussi, vous lui avez pas dit des trucs très gentils, si je comprends bien. Non, mais qu'il était un menteur. Hein? Oui, ça c'est pas trop mort. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui disent des mensonges. Oui, mais bon, après tout, est-ce que ça vous regarde si vous ment pas à vous? Laissez-le faire sa vie. Comme dit Yvan, on vous raconte des choses, on ne sait pas si c'est la vérité. Valette Cœur dit, méfiez-vous toujours des radios potins, il n'y a rien de plus destructeur. Croyez plutôt en votre ressenti. Puis Yvan dit, vous pouvez toujours lui demander, mais lui, il a le droit de refuser. Donc vous allez lui demander, puis vous verrez bien. Ça, c'est pas grave. Voilà. Ouais. Mais vous aurez été entendue, Anne-Marie, si vous demandez, si vous parlez de vous. Oui, vous savez, parler de soi, parler par le jeu, c'est là où on crée un lien parce qu'on confie quelque chose de soi à l'autre et dans se confier, il y a confiance. Donc, c'est une façon de dire à l'autre, je te confie une demande ou un besoin et donc je te fais confiance pour m'écouter et peut-être me répondre. J'ai confiance dans le fait que tu vas me répondre. Bon, peut-être que ça va pas fonctionner, ça c'est la liberté de l'autre. Mais en tout cas, vous mettez plus de chances de votre côté d'être entendu parce que ça nous touche quand quelqu'un parle de soi, on est touché, on dit oui, j'entends la demande d'Anne-Marie qui a besoin que je l'aide pour son fils. Donc ça, j'ai envie de faire ça pour elle. J'ai envie de faire ça pour elle parce qu'elle me le demande et qu'elle me le demande gentiment. Oui, d'accord. Qu'elle me le demande apaisée, que Anne-Marie, elle a fait du chemin depuis décembre. Vous êtes un peu, il y a eu des tensions, des conflits, mais c'est aussi un signe d'intelligence et d'humanité de savoir passer quelquefois au travers dans les couples, les amis, il y a des moments de tension et de conflit. Oui, c'est bien. Oui, c'est la vie aussi, hein. Ouais. Oui, c'est la vie, hein. Ouais.
Ben non, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc quelquefois, il y a des émotions, on est un peu agacé, mais après, il s'agit de dire, moi je suis triste. Vous voyez, ce soir, vous dites, je suis triste. Vous avez ça sur le cœur, donc pas rester avec votre tristesse. Et il est sans doute triste pour avoir appelé comme ça. C'est-à-dire que oui, parce que moi, vous savez, avec mon mari, moi j'ai il a eu quand même une longue maladie. J'ai beaucoup aidé. Oui. Et puis ça m'a beaucoup affectée, quoi. Oui. C'est sûr. Oui, vous pouvez lui en parler de ça aussi, que vous avez été là pour son frère. Ça m'a beaucoup affectée, et puis bon, quand même, oui, maintenant je ne peux plus sortir parce que je ne conduis pas, puis je ne pourrais même pas conduire. Ouais. Et puis ma foi, après, je fais partie d'une association aussi. Hein. Oui, donc vous êtes... Et là j'ai des sorties de temps en temps. Oui. Vous essayez ça, Anne-Marie, cette semaine, d'accord? Oui, et puis si vous voulez, vous nous tenez au courant de savoir si ça s'arrange, d'accord? Ma foi, j'ai essayé de faire un effort, mais... Non, c'est juste pas un effort, c'est parler de vous. Faites pas d'effort, parlez de votre tristesse comme vous l'avez fait ce soir. Ah, oui. Parler de moi, c'est dire je suis triste et j'aimerais que tu m'aides. Ah, oui, parler de soi, exactement. Oui, mais vous voyez, Sophie, j'aime bien qu'on m'aide si on veut, mais j'aime pas être une assistée. Ah, voilà, oui, mais alors Anne-Marie, mais on est tous comme ça, Anne-Marie, c'est toujours le petit piège. Oui. C'est que vous pensez que les gens vont se rendre compte tout seuls de quoi vous avez besoin, qui voient bien que vous allez pas bien, qui voient bien que votre fils va pas bien et qu'ils ont qu'à se douter que. Mais là, c'est pas très équilibré parce que vous leur en voulez finalement de ne pas avoir vu votre besoin. Et alors que. Pas être assistée, mais c'est pas une histoire d'assistance, Anne-Marie. On est libre quand on fait une demande à l'autre. On est un vrai adulte en face d'un autre adulte. Alors que là, vous vous comportez comme une enfant. C'est l'enfant qui ne peut pas exprimer ses besoins à ses parents et qui attend que ses parents devinent son besoin. Ça, c'est enfantin. Mais quand on est un adulte, on dit à un autre adulte, tu sais, j'aimerais bien que tu me donnes un coup de main là-dessus, ou j'aimerais bien que tu t'occupes un peu de moi parce que je suis fatiguée. Et l'autre est ravi de le faire. Et ça crée une justesse et un équilibre dans la relation. Alors que sinon, vous êtes un petit enfant qui attend désespérément que l'adulte se dise « Oh, mais il va bien voir que je vais pas bien ». Ah oui, d'accord. Et donc, il va me consoler, il va faire quelque chose pour moi. Mais on peut pas toujours deviner. Ça aussi, vous savez, dans les couples, Anne-Marie, ça crée des drames, ce genre de... oui. Donc, c'est de la communication, ce dont je suis en train de vous parler. Et c'est surtout une communication, une posture d'adulte qui permet de faire des demandes. C'est pas, vous voyez, c'est pas dire à l'autre, c'est pas quémander. C'est exprimer un besoin. C'est exprimer un besoin. Et ça veut dire aussi, Anne-Marie, que vous laissez l'autre libre ou non d'y répondre. Oui, d'accord. Et ça veut dire aussi que ça vous va si l'autre ne répond pas, mais vous aurez demandé. Vous allez voir, c'est très libérateur si vous faites ça, Anne-Marie. Vraiment. Oui. Oui, ça. Vous savez, j'ai pas eu une vie très facile dans mon enfant. Oui. Puis je me suis mariée, après, c'est comme dans tous les coups, mais après, moi je sais qu'avec mon mari, quand il est tombé malade, moi j'étais très sereine, très calme, et puis mon mari aussi. Oui. Je crois qu'on a vécu quelques mois de bonheur qu'on n'a jamais eu beaucoup ensemble. Ah bon? Oui. Anne-Marie, vous essayez ça cette semaine? Et vous nous tenez au courant? Bon courage à vous, Anne-Marie. Oui, d'accord, Sophie, au revoir. Au revoir, merci de nous avoir appelés. Au revoir, merci beaucoup. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Sophie. Bienvenue. Merci. Donc, j'appelais en fait pour témoigner sur la procrastination. Oui. Quel terrible mot déjà. Oui. Voilà. Oui. Et en fait, c'est ma petite intro qui vous a, qui a résonné en vous et vous a dit tiens, ça me parle, moi, la procrastination, c'est ça? Exactement, exactement. Et j'ai même travaillé dessus. Oui, c'est intéressant. Oui, justement. Et c'était un peu je voulais que ça soit un témoignage positif. Oui. Voilà, pour dire qu'en fait, on peut s'en sortir. Voilà. C'est vraiment, ça peut être quelque chose qui est un comportement extrêmement
pénalisant. Oui. Par le fait de reporter constamment les choses qui nous paraissent compliquées. Ça peut être des petites choses au quotidien, mais qu'on va reporter et puis qu'on va accumuler. Et à un moment, ça a des conséquences qui peuvent être assez lourdes. Alors pour ma part, moi, c'était sur les papiers administratifs. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Déclaration d'impôt. Oui. Voilà. L'incapacité à le faire. Oui. Voilà. Et ça, c'est courant. Ouais, voilà. Et une vision où de me dire que c'est trop compliqué. Oui. Voilà. Et alors que au final, c'est relativement simple à faire une fois qu'on se plonge dedans. Oui. Mais vraiment une approche, une représentation. Oui, c'est une montagne, quoi. Montagne. C'est une montagne. Voilà. Et du coup, ça vous a occasionné des ennuis, d'ailleurs Ah oui, ça m'a des retards. Bien sûr, voilà. Et des retards très significatifs. Donc des pénalités. Oui. Ouais, et puis du coup, en plus, ce qui est terrible, c'est que on a du mal à s'en sortir. C'est un processus qui... Oui, c'est un cercle vicieux. Voilà, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a franchi une première étape, à se dire « Ok, je suis en retard », alors on culpabilise au début de ne pas l'avoir fait. Ensuite, on culpabilise en plus d'être en retard. Et en fait, la culpabilité ne cesse de s'accroître. Elle s'accumule. Jusqu'au moment où ça vous bloque complètement et vous avez du mal à vous en sortir. Voilà. Alors au début, je m'en suis sorti en faisant appel à des personnes extérieures. Oui. Voilà. C'est-à-dire vous leur avez demandé de l'aide pour faire les papiers en question. Voilà. Ça oui. Exactement. Pour en fait, comme j'arrivais plus à assumer la tâche, à faire face, c'est de la faire à deux. C'est une bonne idée. Voilà. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Oui. Et puis ensuite, c'est de travailler plus profondément sur le fait de pourquoi, Mais oui. à des moments, sur certaines tâches, je les décalais constamment, je les repoussais. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez découvert justement en travaillant dessus ? En fait, deux choses. C'est la représentation que je me faisais de ces tâches, ce que j'y associais. Alors pour les impôts, c'était par rapport à mon père, voilà, puisque pendant un certain nombre d'années, c'est lui qui les a faites pour moi. Voilà. Donc c'était difficile de prendre la place du père ? Oui. C'est ça ? Oui. Ouais. Voilà. Donc c'est à chaque fois parce qu'en fait j'ai que quelques je suis quelqu'un qui d'un point de vue professionnel fait beaucoup de choses et des choses assez différentes. Donc je dois avoir une agilité, enfin une adaptabilité à l'environnement, etc. Donc au contraire, sur des choses quotidiennes, ça devrait être extrêmement facile pour moi. Oui. Et il y a certaines choses que j'arrivais pas à faire du tout. Voilà, donc c'est vraiment essayer de comprendre à quoi elle se raccroche, qu'est-ce qu'elle représente. Oui. Voilà, comme les impôts, mon père. Et puis aussi essayer de s'éloigner vous l'avez évoqué, l'aspect être parfait. Ah oui, alors ça, c'est vrai que vous avez raison, Laurent, c'est que souvent, c'est les gens qui ont un très fort syndrome de perfection qui procrastinent parce que comme ce ne sera jamais parfait, c'est pas la peine de faire parce que ce sera jamais très très bien. Donc du coup, je reporte parce que soit je ne sais pas très bien faire, soit je ne ferai pas assez bien, et donc autant ne pas m'y mettre, quoi. Exactement. Ouais. Comme dit René, René dit la procrastination n'est que l'arbre qui cache la forêt, de bien d'autres d'ailleurs phénomènes qui marchent souvent ensemble. Donc vous avez réalisé effectivement qu'il y avait un aspect
perfectionniste. J'entends aussi vous parler d'agilité. Souvent, le fait d'être multitâche, comme on dit, d'avoir une agilité, ça, j'allais dire, ça n'aide pas. Ça veut pas dire qu'on procrastine parce qu'on est très agile, mais disons que c'est un biais ou un travers qui peut amener à procrastiner, parce que comme il y a une capacité à faire plein de tâches diverses et variées dans une journée, c'est très séquencé, et donc on zappe, et c'est que les tâches importantes pour lesquelles ça demande du temps, c'est-à-dire pas les tâches urgentes, mais les tâches importantes, on n'y consacre pas le temps imparti. Et donc cet aspect-là grossit avec le temps. Oui, mais vous avez tout à fait raison. C'est oui. C'est le fait entre l'urgent et l'important. Oui. C'est l'arbitrage qui est toujours compliqué. Oui. Et parfois, moi, j'arbitre alors à l'envers, c'est-à-dire que je vais faire l'élément important, mais dans un environnement professionnel, des fois, c'est pas l'important qui doit être fait, c'est l'urgence, parce que il y a des personnes qui attendent derrière. Oui, c'est vrai, mais en même temps, après, ça devient urgent et important, oui, parce que ça a pris une telle ampleur que le retard, il devient, on doit ça doit être des éléments à fournir. Oui. Je me suis retrouvé en difficulté sur des productions de rapports. Oui. Et en fait, qui était importante. Là, il y avait l'aspect qualité. Je voulais tellement rendre un rapport parfait que je le finissais jamais. Mais oui, c'est ça. Voilà. Et après, je me disais, t'es en retard. Alors là, après, du coup, j'arrivais même plus à l'ouvrir, me remettre sur exactement. Alors, vous savez que les travaux en neurosciences montrent que le cerveau se ressource dans les tâches importantes. C'est-à-dire, c'est un peu comme quand on branche un portable sur une prise et qu'on recharge la batterie. Le cerveau, dès qu'il se concentre plus d'une demi-heure sur une tâche unique et qu'on est excessivement concentré, le cerveau se met en charge. Alors que le fait de faire des tâches urgentes, donc des tâches séquencées, et de passer de l'une à l'autre, ça décharge plutôt la batterie en termes d'énergie. Donc c'est très important que, au minimum, alors peut-être pas dans une journée, mais en tout cas sur 2 jours, le cerveau ait pu à un moment donné se concentrer. Mais ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui joue du piano ou quelqu'un qui même une tâche, j'allais dire, ça peut être ménagère, quelle que soit la tâche, qui soit une tâche où le cerveau est totalement mobilisé dans la tâche sans être dérangé dans cette tâche-là. Et là, il se met en charge. Il se ressource. Parce que parce que c'est une tâche qu'on a créditée comme importante pour soi, c'est-à-dire si on l'a fait, ça va changer quelque chose. Vous voyez, c'est si je fais mon rapport, il y a vraiment quelque chose qui change derrière, parce que le rapport est rendu, qui va. Alors que souvent les tâches urgentes, ça devient une libération. Exactement. Alors que les tâches. Voilà, les tâches urgentes ne sont souvent ni dans l'apprentissage, ni dans le fait de changer quelque chose, parce que ce sont des contraintes, et donc on doit les faire dans un certain délai, mais enfin une fois que c'est fait, on passe à autre chose. Vous voyez, c'est ces petites tâches qui s'enchaînent. Oui, et en fait, justement, une manière que j'ai trouvé de un peu régler ça, et le matin tôt, j'attaque par 1 heure de tâches diverses, mais je m'accorde vraiment qu'1 heure. Je me dis c'est des tâches peu importantes, mais qu'il faut absolument faire pour que ça me libère l'esprit. Oui. Et je les enchaîne sur 1 heure. Et au bout d'1 heure, comme je me donne un temps court, ça me permet de débuter, d'y aller, parce que le plus compliqué, c'est de démarrer. En fait, une fois que vous êtes dedans, généralement, ça avance. Mais c'est le fait de démarrer, de se dire, c'est pas une montagne, je peux le faire. Et donc, du coup, j'attaque le matin 1 heure et je fais des tâches diverses que je dois... je dois régler, voilà. Ouais. Et puis je sais que j'aurais peut-être pas tout fait, mais j'aurai une satisfaction d'en faire quelques-unes. Et puis du coup, après, je peux me consacrer vraiment au fond. Et ce sont toutes les tâches qui vous ennuient le plus, que comme ça vous concentrez en débutant votre journée. C'est les tâches ennuyeuses, celles dont vous devez vous débarrasser.
Oui, d'accord. Exactement. Oui, alors que souvent, quand on procrastine, on fait l'inverse. On met toutes les tâches qui nous ennuient à la fin. Et on commence, c'est ce que je disais, hein. Tout à fait. C'est l'équilibre entre Exactement. gratification et sanction. On commence d'abord par se gratifier. Et du coup, après arrive la sanction de ne pas avoir fait la tâche. Ouais. Ça demande du courage, en fait, hein, Laurent, finalement. À la fois discipline et courage pour passer au travers de ce mécanisme. Oui. En fait, puis surtout, c'est vous l'avez évoqué dans votre présentation, c'est à force on perd de l'estime de soi, parce qu'on a le sentiment qu'on est en capacité de faire des choses, je dirais, relativement complexes ou etc. Et on bute sur des choses anodines, mais on bute et même on perd pied. Oui. Et du coup, on se dit, mais c'est comment je ne suis pas capable de faire ça. Et peu à peu, ça s'insinue dans notre esprit. Et peu à peu, on se dit, mais voilà. Et du coup, ça fait douter sur l'ensemble. On voit plus uniquement ce que l'on n'est pas capable de faire et on oublie ce que l'on est capable de faire. Oui, voilà. Et vous avez raison que ça fait le lit de l'estime ça détruit un peu sur l'estime de soi parce que on s'en veut beaucoup, on se trouve nul, hein, en clair, de dire c'est quand même incroyable. Et puis on se couche le soir en disant et j'avais ça et ça à faire et je l'ai pas fait. Mais promis, demain je le fais. Et demain, tout d'un coup, il y a un coup de fil, il y a un truc et puis hop, non, il y a quelque chose de plus urgent qui va venir se mettre devant la fameuse tâche à faire et on reporte encore et encore et on s'en veut beaucoup. Au final. Oui, et c'est voilà. Alors moi, ce que je vous ai dit pour essayer de m'en sortir, c'est d'attaquer par ça, parce qu'au moins, comme je sais que c'est quelque chose de difficile, au final, que c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire, finalement, ça devient libérateur. J'attaque ma journée, je me dis, allez, il y a 5 minutes difficiles. Après, je me dis, il y a 1 heure où tu vas être dans des trucs qui sont peu marrants. Mais à la fin de cette heure, je me dis, bravo. Voilà, vous pouvez vous féliciter. T'as commencé, c'était rien de compliqué, c'était pas intellectuellement, enfin c'est pas gratifiant intellectuellement, mais c'est gratifiant par rapport à soi-même, à se dire j'ai eu le courage d'y aller, j'ai fait. Et en plus, vous avez mis en place, que j'entends, Laurent, et c'est une excellente solution, c'est-à-dire une discipline dans le sens où vous dites, je me laisse pas le choix de, je fais. Hein, c'est le just do it. Hein, c'est juste, je le fais et puis j'y pense plus. Et donc, ça évite aussi c'est une protection contre les stimulations et les sollicitations susceptibles de créer des distractions. À partir du moment où on se dit, voilà, c'est maintenant, c'est tout de suite, et quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, je le fais. Ça change tout parce que c'est mis dans une habitude et le cerveau comprend aussi très bien ça. Il met 21 jours à enclencher de nouvelles habitudes, notre cerveau. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est moins compliqué pour vous, j'imagine. C'est-à-dire que c'est maintenant presque un automatisme. Oui, et puis alors je le fais en gros 3 fois par semaine. D'accord, pas tous les jours parce que je suis des fois en déplacement, etc. Donc ça m'est impossible. D'accord. Je le fais en gros 3 fois par semaine. Je le fais tôt. Oui. Vraiment, j'essaye de le faire entre 7h et 8h du matin. Donc, c'est vraiment d'attaquer tôt ma journée. Et puis, la dernière chose, c'est j'essaye de noter aussi. J'en avais discuté avec une psychologue et je m'étais dit, moi, c'est la tarte à la crème de me dire d'écrire ce que j'ai en tête. Et je dois reconnaître que même si c'est évident, en fait, ça décharge l'esprit parce que la to-do list, la fameuse to-do list, je l'ai écrit et après j'ai plus qu'à le cocher. Mais le simple fait de l'écrire, de le poser sur une feuille, si je le sors de mon cerveau. Oui, ça vous aide. En fait, vous êtes passé du je dois le faire à j'ai intérêt à faire, et c'est ça qui fonctionne bien. Oui, vous l'aviez évoqué. C'est ça. C'est plus je dois faire, mais j'ai intérêt à faire. C'est exactement ça.
Ah bah écoutez, merci beaucoup Laurent pour votre témoignage parce que effectivement c'est très intéressant. Alors il y a Didou Paris qui fait un peu d'humour. Il dit Laurent s'en est sorti quelque part puisqu'il n'a pas reporté son appel à la libre antenne ce soir. Et puis il y a Marie aussi en boutade qui dit bah oui aujourd'hui peut-être ou alors demain ce sacré boulot me donne la flemme, je le ferai peut-être après-demain. La dit Marie. Bah oui c'est effectivement un peu tout ce qu'on se raconte. Il y a Monica qui dit ce qui est urgent est aussi souvent important. Oui, c'est vrai. Chaque fois que j'arrive au bout d'une urgence, c'est un soulagement très agréable qui me ressource. Oui. C'est tout à fait juste. Il y a Christian le musicien qui dit vous avez raison. Lorsque je travaille 2 heures mon piano, je suis beaucoup plus clairvoyant pour d'autres tâches. Ah, ça, c'est une histoire effectivement de concentration. Et puis Carlotta qui dit mais quel bonheur quand les tâches sont faites, une plénitude qui devient parfois addictive quand on se sort de cette glu de reporter toujours. Exact. Alors, ça décrit tout à fait ce sentiment. Oui. En même temps, alors c'est intéressant parce qu'il y a une confusion qui est possible entre le côté dont parle Carlotta de dire les tâches qui sont faites, l'addiction de faire un côté multitâche, d'enchaîner des tâches. Les gens qui procrastinent ont tendance à enchaîner des to-do list de plein de petites tâches, j'allais dire. Justement sans très grande importance. Vous voyez, je vais dire, on commence par, alors je vous dis n'importe quoi, quelqu'un qui travaille, je sais pas, chez soi, qui va commencer à lancer une machine, faire ceci, faire cela. 20 000 petites tâches avant d'écrire, par exemple, le gros rapport qu'il y a à écrire. Et ça on est content d'avoir fait les petites tâches, mais on a sans cesse reporté la grosse, c'est-à-dire celle qui était effectivement à la fois importante et urgente. Et ça, les gens qui procrastinent ont beaucoup d'addiction envers toutes ces petites tâches dont ils ont le sentiment qu'ils ont fait, mais pas fait ce qu'ils auraient eu intérêt à faire. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis il y a Didou Paris qui dit Laurent nous indique avec intérêt une discipline nécessaire pour sortir de la procrastination. Alors il me demande Didou Paris quelles en sont les causes. Alors les causes, oui, on les a un petit peu évoquées ensemble. Peut-être Laurent voulait nous en parler des causes, mais c'est vrai que vous nous avez dit il y avait l'histoire effectivement avec votre père, donc il y a des causes quelquefois dans une histoire personnelle. Et puis on évoquait aussi le syndrome de perfection. Hein. Oui. Ça, c'est en tout cas pour un cas particulier où c'était des rapports à produire vers des clients. J'ai clairement identifié le syndrome de la perfection. Il fallait tellement que ça soit travaillé, que c'est un sens, chaque phrase est un sens, que je relis, que l'ensemble soit fluide, que je raconte quelque chose qui ait de la profondeur. À la fin, oui, certainement, mais chaque page me coûtait énormément d'énergie. Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire et après, du coup, ça me débordé, quoi. Ça devient une montagne. Oui, aussi, c'est ça. Vous décrivez aussi cette préoccupation du détail, qui se fait au détriment de l'essentiel. Et puis également, on parlait d'estime de soi, une autocritique excessive. Alors René dit, c'est peut-être l'inverse, c'est la faible estime de soi et ensuite procrastination. Disons que les deux, c'est un attelage un peu difficile. Qui marchent un peu ensemble, mais c'est vrai que souvent on s'autocritique, on surestime ses propres difficultés. Donc effectivement, je comprends quand René dit c'est d'abord l'estime de soi. C'est vrai qu'une estime de soi un peu fragile entraîne aussi de la procrastination. Puis après, c'est le cercle vicieux. Ça marche effectivement ensemble. Mais disons que c'est un mécanisme, c'est ça que je voulais dire, c'est que la procrastination vise en fait à protéger une estime de soi qui est déjà fragile. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. Parce qu'on se donne l'impression qu'on fait, alors qu'on fait pas ce qu'on aurait intérêt à faire. Mais on fait plein de choses. Hein. Oui. Ça veut pas dire qu'on fait rien. Oui, à côté, on est toujours très occupé. Oui. Mais écoutez, merci beaucoup Laurent pour votre appel. Merci de votre témoignage. Merci à vous. Et puis je vous souhaite de tenir le cap. Hein. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir Pierre. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir Sophie. Vous vouliez réagir au témoignage de Laurent sur la procrastination. Oui. J'ai écouté avec beaucoup d'attention. Oui. Moi-même, sujet à la procrastination. Oui, je crois qu'on est nombreux. On pourrait faire une spéciale. Laurent donnait d'ailleurs d'excellents conseils, mais
c'est vrai que ça crée de la souffrance, de la culpabilité, et j'ai attaqué cette culpabilité par un autre angle. Mhm. Bon, pour situer un peu le sujet, d'ailleurs, j'ai vu qu'il existait dans les nombreuses journées mondiales une journée de la procrastination. J'ai vu ça en mars, hein, c'est ça, le 25 mars. Le 25 mars, Oui. et moi je propose de la fêter le 26. Ah, parce que... Ah oui, c'est plus drôle, pour la reporter, bien sûr. Voilà, bien sûr. Le lendemain. Et en fait, en complément du témoignage de Laurent, moi je me suis aperçu, et c'est ce qui m'a beaucoup déculpabilisé, que la procrastination pouvait être utile pour certaines tâches. Oui. Que ça pouvait même c'est intéressant, oui. Que ça pouvait même être un moteur. Et même quelquefois la meilleure façon de travailler. Alors je m'explique. Oui. Personnellement, j'écris des textes, hein, c'est très modeste, je suis correspondant local de presse. Mhm. Et quand on a un texte à écrire, si on veut bien faire, on veut bien connaître le sujet, donc on s'imprègne, on réfléchit, on a des idées qui viennent dans un coin de la tête, et puis il y a un moment où il faut formaliser. Mhm. Et le problème, c'est que quand on formalise, si la première ligne que je lance sur le papier est fausse, à côté de la plaque, je suis déjà dans des rails mentales. Oui, vous avez raison. C'est très très difficile de revenir en arrière et de reprendre la bonne voie. Et je crois que toutes les personnes qui ont un aspect créatif, et je pense que Laurent là, sont confrontées au même problème, et je dirais quel que soit le domaine de création. Ce qui fait qu'à un moment donné, on retarde, et ce qui va permettre de se mettre vraiment au travail, c'est quand on a la baïonnette dans le dos, le délai, l'heure qu'on ne peut pas dépasser d'une minute, et qu'on n'a plus le choix. Et je m'aperçois qu'à ce moment-là, ça permet de pousser au maximum et au-delà du raisonnable toute la période d'absorption, mais ça va permettre de laisser mûrir les choses et puis de prendre le bon axe dès le départ et de faire quelque chose de personnel. Oui, vous voulez dire en fait que l'effet positif parfois sur certaines tâches de la procrastination, c'est qu'effectivement on se laisse le temps de mûrir ou de mettre en forme quelque chose à bas bruit, enfin à l'intérieur de soi, et qu'au moment où on fait la tâche, elle a avancé. Mais ce qu'évoquait, et je vous suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, là où ça fait mal, et c'est pour ça ce dont vous parler, pour moi, ne sonne pas comme de la procrastination. Ce qui, pour moi, revient de la procrastination, c'est plutôt une tâche, justement, qui nous ennuie ou qui est lourde pour plein de raisons qui nous sont propres. Et quand la différent, elle devient cette montagne qu'on n'arrive plus à gravir et qui, finalement, nous écrase. Alors, ça rejoint quand même la procrastination sur 2 points. Oui, dites-moi. Le premier, c'est que quand on travaille, parce que c'est une bonne chose de cette façon-là sur un domaine, cette façon de faire se reporte malheureusement sur des tas d'autres domaines, des choses qui nous ennuient. Oui, c'est vrai. On va retrouver l'administratif. C'est juste. Et puis il y a la deuxième chose, quand je parle de laisser mûrir, en fait, il y a quand même une souffrance, mais une souffrance nécessaire. C'est-à-dire que dans la création, si on veut sortir quelque chose de personnel, en fait, il y a de l'anxiété. On est obligé de le creuser, on est obligé de l'arracher quelque part au fond de soi, et c'est d'une certaine façon une forme de violence qu'on se fait. C'est vrai. Et je pense que ça fait aussi retarder le point de démarrage de la tâche. Mais finalement, j'ai été très culpabilisé par ça pendant très longtemps, et en me disant que ça avait aussi son utilité, parce que dans le fond, cette anxiété était à la fois une souffrance, mais aussi un moteur. Le simple fait de me sentir moins coupable fait que je procrastine moins. Mais c'est ce que j'allais vous dire, oui. C'est exactement ça, c'est qu'en fait, c'est plutôt ce que ce que le mécanisme provoque, et quand on lâche finalement les manifestations du mécanisme, le mécanisme s'éteint. Et c'est toute l'histoire qu'on se raconte, hein. Et c'est bien une histoire qu'on se raconte, hein, finalement, la procrastination. Vous avez raison. Et c'est très intéressant de souligner que lâcher la culpabilité, et sans doute c'est pour ça qu'il y a cette journée, enfin que c'est un sujet dans la société d'aujourd'hui, parce que comme on est une société de l'injonction de la performance, on doit toujours tout faire bien, hein, être parfait, faire les choses dans les temps, ne jamais être en retard sur rien, etc. Ça nous pousse quelque part à procrastiner, à être un peu comme des enfants qui disent stop, quoi. On n'a plus envie de faire. Et je pensais au témoignage de Laurent, je me disais que de ce côté-là, on se complétait, parce que lui donne d'excellents conseils sur la façon finalement de ne
de pas se laisser vaincre par les choses qui nous ennuient, mais qu'il faut faire et qui sont pas forcément très difficiles à faire. Et moi, je voyais l'angle aussi, c'est que si on attaque la culpabilité elle-même, les choses se dénouent aussi. Ça, c'est juste. C'est très juste. Oui, il y a les deux versants. C'est attaquer effectivement le je suis nul si je ne fais pas, hein, donc la culpabilité, et se donner, ce que vous avez dit, c'est assez juste, prendre conscience que au moment où on n'a pas fait, ça a pu faire naître, comme vous dites, des petites graines de créativité ou autre chose. Alors, il y a Nicolas qui nous dit, je dirais que la procrastination, c'est le refus du changement et le refus du différent. Vous diriez ça aussi, Pierre ? Non. Non. Je pense que dans la culpabilité, il y a aussi un autre étage qui est le regard des autres. Oui. C'est-à-dire qu'à la limite, celui qui écrit des textes comme ça, que l'on voit le soir, parce qu'il a vraiment démarré en retard, subit les foudres du regard de quelqu'un qui va être dans la gestion ou dans la comptabilité. Et il faut comprendre aussi que ce sont des travaux différents. Ouais. Et que dans le fond, le regard qu'on sent négatif sur soi, c'est un regard qui tout simplement ne comprend pas non plus. Merci Pierre. On doit se quitter. Voilà, on arrive au journal. Merci pour votre témoignage qui était fort intéressant et pour votre apport. Et merci à vous. Écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct pendant encore 1 heure, une libre antenne où vous pouvez vous confier, nous confier un peu de vos joies, de vos peines, un lieu de partage et d'échange, un lieu où parfois des thèmes prennent comme ce soir, celui de la procrastination, où j'ai l'impression que c'est un thème qui vous parle, celui de remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, toutes ces tâches qui nous empoisonnent la vie, on se dit qu'on devrait les faire, assorties de culpabilité, de syndrome de perfection et de se dire peut-être qu'on a plutôt intérêt à les faire que plutôt de se dire qu'on doit les faire. Allez, si vous voulez, on en parle de ça, d'autres choses, de tout ce dont vous avez envie, vous, de parler ce soir à l'antenne d'Europe 1. Pour nous joindre, un seul numéro standard, le 39 21. Vous serez accueillis ce soir par Quentin et Sonia sous l'œil attentif de Nicolas qui réalise cette émission. Et puis vous pouvez bien entendu réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur europe1.fr 39 21. J'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Martine. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Oui, je vous remercie et je vous remercie aussi pour cette émission parce que c'est un thème très intéressant et qui me touche. Oui, vous vouliez aussi vous parler. Oui, j'ai l'impression que du coup, voilà, en lançant cette idée-là, que tout le monde se sent très, très concerné, mais c'est vrai que ça nous arrive à tous. Vous aviez envie de parler, vous aussi, de procrastination, Martine. Oui, tout à fait. Oui. Je suis vraiment touchée par ce fait. Oui. Ça concerne évidemment les papiers, et oui. Les papiers, on n'aime le pas ménage. Ça. Oui. Toutes ces tâches rébarbatives. Oui. Quelqu'un a parlé de glu dans le témoignage, mais c'est tout à fait ça. Oui. Ça a fichu pratiquement ma vie en l'air. Ah oui, à ce point-là, c'est-à-dire. Oui. Il faut être clair. Tant que j'étais mariée, je réussissais à faire le ménage tant bien que mal, mais enfin, je réussissais encore. Mais depuis que je suis seule, oh là là, demain sera un autre jour. Oui, je remets tout au lendemain. Oui, remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Ah oui, tout. Et à l'heure où je vous parle, vraiment, je me suis envahi la vie dans un ménage effroyable et dans des papiers que je ne réussis pas à fournir. Et du coup, vos journées ressemblent à quoi, Martine ? C'est-à-dire que quand vous ne faites pas ce que vous auriez intérêt à faire, vous faites plutôt quoi ?
Je promène mon chien. Oui. Je sais pas, je me trouve tout le temps quelque chose à faire, oui. mais inutile, franchement inutile. Le sudoku, les mots croisés, voilà. Je m'étais trouvé une petite activité valorisante. J'avais commencé à faire des petits manteaux de chien. Mais bon, j'ai eu un petit embarras avec la machine à coudre puisque je ne sais pas coudre, mais je m'y suis mise. Bon, voilà, c'est tombé. Je sais que je m'y remettrai, mais il me faut longtemps avant de remettre la machine en marche. Oui. Donc, je vis très mal. Oui, et si vous dites voilà, ce sera pas parfait, mais je fais ça à la louche, quoi, gros, voilà, par gros traits, parce que souvent ça se loge dans le fait de se dire comme ça va pas être très très bien fait, et de là où je pars il y aurait tellement à faire, vous voyez, de séquencer d'une certaine manière la tâche pour qu'elle paraisse moins importante. Oui. Toutefois, je ressens pas tout à fait la chose. Je le sais que ça va manquer de perfection puisque je n'ai jamais cousu et que je me mets à une machine à coudre avec des différents tissus, etc. Je sais que c'est pas, d'ailleurs, c'est vrai, c'est pas parfait et c'est ma petite chaîne qui hérite de mes imperfections. Non, j'ai plutôt tendance à avoir une faible estime de soi. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Laurent et Pierre, oui. Oui. Et voyez-vous, c'est ce que je disais tout à l'heure à votre... à Quentin. Oui. Il y a quelque chose qui me dit que lorsque, par exemple, toute ma maison, toute de A à Z, toute ma maison sera sur pied, j'ai le sentiment d'une mort. Ah, ça c'est très intéressant, Martine. C'est vraiment très intéressant parce qu'effectivement, dans ce processus-là, vient se loger le fait que, et si je termine, et si je fais tout ça, alors il y aura effectivement une mort ou un vide. Il y a quelque chose qui se finit, et ça permet d'avoir ce sentiment que quelque chose nous tient bizarrement en vie, même si c'est, j'ai envie de dire, dysfonctionnel, vous voyez, même si ça nous cause par ailleurs une autre souffrance. Ben, c'est très juste ce que vous êtes en train de dire, Martine. Oui. C'est comme la fin de quelque chose, comme si quelque chose allait se terminer définitivement, alors que c'est une tâche sans cesse renouvelée, par exemple, si on prend le ménage. Oui. C'est ça. C'est le fait de ne pas terminer, parce que terminer serait la fin. C'est mourir, oui. C'est mourir. Il y a quelque chose comme ça qui me tarabuste. Oui. Alors que je sais que c'est très juste. Pas forcément ça, de toute façon. Mais il y a cette chose qui... après, il n'y a plus rien. Oui, après, il n'y a plus rien. Oui. Qu'est-ce qui se passe si finalement je termine tout et une fois que j'ai fait, j'aurai plus ça qui me tient comme un aiguillon, qui m'agite en permanence. Parce que je suis persuadée que quand vous promenez votre chien ou que vous faites autre chose, vous y pensez, ça vous tient. Ah, tout le temps. Tout le temps. Je suis envahie par cette pensée. Faut que je fasse. Faut que je fasse, oui. Oui, il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Je pense que j'ai même l'impression que si je disais j'ai intérêt à faire, ça me ferait pas bouger pour autant. Oui, par contre, alors, et si je vous demande de remplacer le il faut par j'ai envie de faire? Oui, envie. Alors, est-ce que ça vous parle? Parce que, en fait, ce qui vient se loger là aussi, c'est quelquefois une absence de désir. C'est-à-dire que le il faut remplace, si vous enlevez le il faut, à ce moment-là, le désir devrait émerger. Mais peut-être que vous pouvez craindre de ne pas avoir de désir, de ne pas savoir ce que vous avez envie de faire. Donc, quand il y a il faut, ça remplit un désir absent, une absence de désir. Ou un désir un peu éteint. Hein. Donc il y a une histoire de quelque chose qui est un peu déprimé dans ces cas-là. On est un peu déprimé en fait. Oui. C'est un peu un signe. Hein. C'est certain. Je suis déprimée. J'ai eu une vie très difficile. Bon, et la procrastination, c'est le mot terrible. Oui. Ça fait partie de mes échecs, évidemment.
même si je n'en étais pas rendue où j'en suis aujourd'hui. Mais bon, mon mari à l'époque, c'est lui qui s'occupait des papiers, c'était parfait. Et oui. Et là, vous aviez pas, d'ailleurs, c'est intéressant, Martine, vous aviez pas ce syndrome-là à ce moment-là? Je l'avais un peu, ça de toute façon, oui. Mais moins. Mais je réussissais puisque je vivais en couple. Donc pour le couple, pour mon mari, en fait, je le faisais même pas pour moi. Bon, je me débrouillais pour faire le ménage, le séjour impeccable, la cuisine impeccable, mais il y avait toujours un endroit qui était délaissé. Une chambre qui n'était pas la chambre d'amis, bon, c'était un foutoir. Il y avait toujours un endroit. Un endroit en attente, un endroit en foutoir. En attente, voilà. Demain, je ferai ça. Il y a des cartons, là, voilà. Tout le temps, il y a quelque chose. Oui. Comme quelque chose qui remplit votre vie. Comme une peur du vide aussi, hein. Ah oui. Comme vous parlez de peur de la mort, hein, c'est une peur du vide. Hein. Je suis vivante tant que j'ai quelque chose à faire. Oui, tout à fait. Ouais. Depuis que je suis seule, depuis donc à peu près 30 ans, c'est une galère, quoi. Je m'accroche, tout est dur, tout est difficile. Et oui, du coup, tout devient difficile parce que rien n'est fait avec du plaisir. Oui. Tout est une tâche à faire, une contrainte. C'est-à-dire, c'est un peu comme si il y avait que des contraintes extérieures et jamais de contraintes à l'intérieur de soi. Vous voyez, l'énergie, c'est l'extérieur qui nous met sous contrainte, au lieu de nous mettre soi-même, de se mettre soi-même sous contrainte de notre intérieur, qui du coup peut gérer, est beaucoup plus libre. C'est presque aussi une absence de liberté. Oui, absolument. Je suis prisonnière de ça. Ouais. Il y a Didou Paris qui dit peut-être que le lâcher prise est une solution, peut-être difficile à réussir. Qu'est-ce que vous en pensez, Martine? Et puis Pierre, tout à l'heure, qui nous disait aussi de lâcher la culpabilité. Je trouve ça très intéressant et ça c'est une voie. La culpabilité, il faudrait que parce que c'est le poison finalement. Je réussisse à me libérer de cette chose-là. Oui. Le lâcher prise. Ça me fait rire parce que j'ai lâché prise quelque part. Quelque part, c'est vrai. Vous avez raison. Oui, oui, c'est une forme de lâcher prise en négatif. Vous avez raison. Oui, tout à fait. Mais qui s'assortit d'un coup très très fort, qui est celui de la culpabilité, un coup très lourd. Et finalement, je rejoins les propos de Pierre avant le journal, de lâcher cette culpabilité, c'est-à-dire je ne suis pas une bonne personne parce que je ne fais pas ce que je dois faire. Ah oui, et puis il y a le regard des autres, vous en parliez, et c'est vrai, d'ailleurs je ne réussis pas à garder des amis. Ah oui, alors quel lien vous faites? Et parce que j'ose pas les faire rentrer dans ce foutoir. Ah oui. Dans cette maison qui est complètement en vrac. Donc les gens se lassent quelque part. Eh oui. Oui, alors en fait là ça crée une réaction en chaîne, c'est que ça vous isole aussi. Oui, tout à fait. Donc vous disiez tout à l'heure, Martine, que vous aviez vous pensiez justement à ce côté un peu morbide de si je termine tout alors il y a une mort. Alors qu'en même temps, vous voyez bien que si vous terminez, il y a un autre possible qui est par exemple recevoir des amis chez vous. Oui. Alors que là, finalement, c'est un peu plus morbide parce qu'avec votre système, vous vous isolez. Complètement, oui. Et ça vous coûte cher en termes, de psychiquement, c'est lourd et triste. Parce que j'ai toujours des grosses peines. Mais oui. Là j'ai. Oui, un abattement finalement, c'est un peu comme si vous pesiez 3 tonnes le matin en vous levant, quoi. Ah oui. D'ailleurs, je me lève pas. Quelquefois. Le matin. Ouais. Non, je me lève pas. Ce serait intéressant, Martine. Cet après-midi. Oui. Et Martine, vous faites aider, vous avez consulté quelqu'un parce que là, vous voyez, c'est un peu de déprime. Hein. Ce serait important d'en parler, de vous faire aider. C'est pour ça que j'ai trouvé votre émission très très bonne. Mais là où je suis, je suis en Vendée. C'est pas que la Vendée soit démunie de psychologues, mais ce serait compliqué pour moi d'entreprendre un travail, quoi. Oui.
Alors en même temps, ce que dit Monica, les tâches non gratifiantes sont plus faciles à accomplir quand on peut dire je le fais pour mon mari, mes enfants, mes parents. C'est vrai que là, il s'agit de faire pour vous, Martine. Oui, tout à fait. Donc on rejoint encore une fois cette histoire d'estime, de valeur. L'abandon de mon père. Oui, c'est-à-dire quand j'étais tout bébé, mon père est parti. Et je crois que cette histoire de remettre au lendemain et l'abandon de mon père, je pense que c'est lié. Les deux sont liés. C'est-à-dire que j'ai jamais été adulte finalement. Alors là, oui, on retrouve aussi le témoignage de tout à l'heure, en fait, qui est sur le fait d'être un peu enfant. Alors rien à voir effectivement avec l'histoire d'Anne-Marie, mais sur le fait de quand on se sent un peu dans une situation d'enfant. Et c'est vrai que là, on rejoint quelque chose autour de la procrastination. C'est je ne fais pas parce que personne m'a demandé de faire ou personne n'est là pour me dire de faire. Et comme je suis seule à me dire, et là, on retrouve l'abandon dont vous parlez, Martine. Oui, tout à fait. C'est qu'il n'y a personne, finalement, autour de vous pour vous dire « fais-le » ou « fais-le pour moi ». Ben là, vous devez faire pour vous. Oui, tout à fait. C'est là que c'est dur. Et c'est là que c'est dur, ouais. C'est très difficile. Ouais. C'est important ce que vous êtes en train de dire, Martine, parce que vous êtes très consciente de tout ce qui vous agite. Oui. Moi, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous comptez faire pour vous, là ? Rien. Pour vraiment, vous je ne sais pas. Bon, voilà, je vais essayer de faire un petit bout chaque jour. Alors, vous savez ce que c'est quand on dit essayer ? Oui. Le mot essayer, oui. Essayer, c'est qu'on n'y arrive pas. Oui. Voilà. Alors, sans vous mettre, on va dire ensemble, voilà, sans vous mettre aucune pression, en observant aussi la belle personne que vous êtes autour de vous, dans votre vie, ce que vous aimez de vous, ce qui vous plaît bien en vous. Vous voyez, essayez de regarder ce versant-là de vous-même, aussi pour vous gratifier et pour vous dire, demain, qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi de faire ? Qu'est-ce qui me procurerait du plaisir ? Peut-être que dans toutes ces tâches, il y en a peut-être une qui vous ferait du bien. Oui. Et c'est autre chose que de la culpabilité. C'est se lever le matin en se disant qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui. Alors peut-être ça va être rester dans mon lit, mais à ce moment-là, j'assume totalement que je suis dans le plaisir de rester dans mon lit. Ou tiens, je vais peut-être, je vous dis n'importe quel qui me passe par la tête, je vais arranger ma cuisine. Bon, s'il s'agit de la cuisine, mais parce que je vais éprouver du plaisir à la fin ou même de le faire, et puis je vais me brancher sur Europe 1 pendant que je le fais. Mais vous voyez, voilà, vous allez mettre en scène la tâche à faire de façon à ce qu'elle vous fasse plaisir. Mettre une musique sympa, danser en même temps si vous voulez. Enfin, voilà, essayez de faire une mise en scène qui vous permette d'alléger tout ça et de ne pas vous dire que c'est pas bien ce que vous faites, parce que c'est encore très enfantin. Vous voyez, c'est pas bien. Oui, absolument. J'ai 71 ans. Il est temps que je m'y mette. Voilà. Ouais. Vous tentez ça à ce moment-là ? Oui, je vous remercie. D'ailleurs, je vous admire parce que vous avez un sens vraiment formidable. Vous comprenez les choses en profondeur. Vraiment, je vous admire. C'est adorable. Merci Martine. Alors, promis, demain, vous mettez un peu de plaisir dans votre vie. D'accord. Un peu de gaieté. D'accord. Par petites touches. Oui, j'ai perdu la joie. Mais oui, parce qu'on finit par la perdre. Quand on pèse 3 tonnes, c'est vraiment pas drôle, quoi. Il y a pas de quoi se réjouir le matin quand on se réveille et qu'on n'est pas très heureux d'être qui on est. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher des petits moments de plaisir sans aucune culpabilité. Mais vraiment, lâchez ça. Parce que c'est un poison et vous ne devez rendre des comptes qu'à vous-même, et vous avez un censeur à l'intérieur qui est un peu odieux et qui lui relève les comptes à la fin de la journée. Donc lui, vous pouvez lui dire d'aller se promener ou d'aller promener le chien pendant que vous ferez un peu plaisir, Martine, d'accord ? Je vous remercie. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir, Martine. Bon courage à vous. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Alors, je vois que le thème de la procrastination vous
passionne et ça déchaîne les SMS et les appels et c'est tant mieux, je m'en réjouis. Alors il y a Audrey qui dit moi ça me sauve du burn-out au travail. Mais j'allais dire tant mieux, ça peut être une solution, mais ça prouve que c'est sans doute pas complètement de la procrastination. Disons qu'Audrey, j'imagine que voilà, c'est une distance que vous mettez effectivement pour pas vous laisser broyer par une machine qui s'emballe. Et effectivement, ça peut être effectivement une bonne solution de recul. Et puis il y a Didou Paris qui effectivement souhaitait rectifier parce qu'au départ il était question est-ce que le lâcher prise serait une solution. Effectivement, c'est pas l'abandon ou le renoncement, on n'est pas du lâcher prise, précise-t-il. C'est le lâcher prise qui serait de se détacher. Et là, je vous suis, de ne plus être soumis, débordé, enfoui par des milliards de tâches qu'on se croit devoir faire. Oui, je vous remercie pour cette rectification. Vous êtes là, Richard ? Oui. Oui. Alors Richard, voilà. Bonsoir. Vous souhaitiez aussi réagir sur ce thème, oui. Tout à fait, parce que j'étais un peu surpris du terme. Je ne connaissais pas du tout ce terme. Oui. Mais en écoutant les différentes interventions qu'il y a eu là, j'ai compris après ce que ça voulait dire. Et effectivement, ça, en fin de compte, ça concerne énormément de gens dans la vie. Et moi-même, le premier, qui pendant longtemps avait tendance à laisser toujours remettre les choses au lendemain, au surlendemain, et ça me posait souvent des problèmes de conscience, et puis et j'avais tendance, je me dis à quel moment je vais le faire, enfin, etc. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience que, en fin de compte, il fallait pas que je me prenne la tête avec ces choses-là. Si c'était pas fait, c'était pas fait. Donc j'ai appris une chose. C'est avant tout apprendre la concentration. Oui, concentration, la discipline aussi. La discipline, voilà, c'est ça. Ouais. Alors donc moi j'ai une technique très simple, et c'est vrai que tout le monde pourrait le faire. C'est la respiration. Baser la concentration sur sa respiration. Ouais. Faire des exercices pendant quelques minutes chaque jour. Comme ça permet de vider son esprit. Un peu comme de la méditation pleine conscience, vous vous concentrez, oui, d'accord, vous recentrez. On se recentre. Bien sûr. On évacue, les pensées, on les laisse les pensées s'évacuer. On reste basé sur sa respiration et les pensées passent. Et bon, c'est un exercice de tous les jours. Et après, une fois que l'exercice est fait, on appelle ça la méditation d'abord. On fait d'abord la méditation et ensuite on fait l'action. Oui. On passe à l'action. Oui, parce que vous avez évacué, effectivement, vous avez lâché. C'est ce que dit aussi un auditeur, et ça rejoint ce que disait aussi Didou Paris juste avant vous. C'est lâcher la culpabilité aide à relativiser et de là aide à lâcher prise. Et on est prêt à aborder les choses avec plus de facilité, dit cet auditeur. Voilà, c'est tout à fait tout à fait. Que vous racontez. Oui. Alors, donc moi c'est ça. Voilà, Oui. D'ailleurs, j'étais très inspiré par un très grand maître. Je ne sais pas si vous avez dû peut-être entendre parler de lui. C'était un maître qui s'appelait Shogan Trungpa. Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait. C'est un maître tibétain. Il a écrit Méditation et Action que je conseille. Oui, c'est un très beau livre. Vous avez raison. Vous devez connaître, certainement, oui. Et donc, voilà, il y a la méditation et l'action. Donc, la méditation, c'est la période où on se concentre sur soi-même, on se recentre. Et après, l'action, c'est aussi une méditation, mais dans l'action. Oui. Parce que c'est quelque chose en fait de nous-mêmes, d'un ancrage qui vient en fait se mettre. C'est l'énergie qui trouve, qui trouve à se mettre dans son axe. Et donc l'action est juste. Parce qu'on passe notre temps, on passe toujours notre temps on est toujours dans les souvenirs, dans les pensées, dans son passé, les souvenirs du passé, les bons, les mauvais souvenirs et tout. Et ce qui fait qu'on est envahi. C'est tout à fait juste. De pensées. Et c'est ça qui fait c'est ça qui nous empêche d'être actifs et de faire des choses. Et donc,
Oui, c'est très juste, Richard, parce que vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Martine, c'est que c'est un syndrome un peu dépressif, parce qu'envahi, comme vous dites, par le passé, par tout ce qu'on se raconte sur notre histoire, sur nous-mêmes, et tout ça est très lourd, finalement, à porter. Et du coup, les choses extérieures à faire deviennent d'autant plus lourdes que tout l'intérieur de soi est déjà lui-même très lourd. Tout à fait. Donc l'action, oui. Oui. Mais en plus sur la personne juste avant là, oui, Martine. Martine, c'est ça, oui. Oui. Le fait qu'elle était avec son mari auparavant. Ah oui, avec son mari. Oui. Elle était avec son mari, donc elle avait plein d'énergie, plein d'entrain. Elle pouvait soulever. D'ailleurs, je vous ai envoyé un SMS là, comme quoi, quand on aime quelqu'un, on est capable de soulever des montagnes. Oui. On peut tout faire. C'est ça que vous vouliez dire, oui. On devient même une fait du logis. Oui, c'est ce que disait Monica aussi tout à l'heure par SMS. C'est faire pour l'autre est toujours plus facile que faire pour soi-même. C'est ça que vous voulez dire. Voilà, parce qu'on fait toujours pour l'autre. Oui, vous avez raison. On fait jamais pour soi-même. Alors, Richard, j'ai envie de vous poser la question que pose Lala par SMS qui dit, est-ce que vous pensez qu'on peut procrastiner aussi dans l'amour, c'est-à-dire la crainte de s'investir dans une histoire à nouveau, sans doute. Est-ce que pour vous, vous diriez, Richard, que c'est de la procrastination ? De remettre au lendemain. La question est voilà, de remettre l'amour au lendemain alors qu'on pourrait le faire le jour même. Alors, c'est exactement la même chose. C'est que quand on a eu de mauvaises expériences et tout, on a tendance, après en amour, à reculer. Et oui, surtout, mais j'ai remarqué qu'en France, c'était assez typiquement français. Mais je suis pas sûre qu'on puisse parler de procrastination à cet endroit-là, Richard, parce qu'on n'est pas dans la tâche. Ce serait confondre l'amour avec quelque chose de fonctionnel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, c'est un peu la même chose parce que pour moi, c'est une forme de procrastination parce que dès l'instant où on a eu des échecs dans sa vie et on perd confiance en soi. Oui. Et donc, on a peur de s'investir dans une relation, et donc on va remettre à plus tard. On a même tendance à se dire ça va être encore un échec, en fait, etc. Et donc on va remettre. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Voilà, on a tendance un peu après même à esquiver. On a tendance, parce qu'on n'a plus confiance en soi-même, et donc on va esquiver. Oui. Et donc, c'est pour ça que la méditation permet de se recentrer, de se retrouver avec soi-même, se reconnecter avec son moi. Soi, oui, son moi profond, bien sûr. Son moi profond et tout. Et à partir du moment qu'on se relie à son moi profond, on retrouve la confiance en soi. Parce que c'est ça qui est le plus important, c'est de retrouver la confiance en soi. Et puis la confiance en l'autre, mais la confiance en soi d'abord. Oui. Et à partir de la confiance en soi, on peut retrouver la confiance en l'autre. Oui. Et là, c'est exactement la même chose. Après, une fois qu'on s'est retrouvé avec soi-même, on peut se retrouver avec l'autre. Et là, on n'a plus cette peur de s'investir ou de se réinvestir avec quelqu'un. C'est tout à fait juste. Alors, il y a René qui souligne ça, qui vient très bien illustrer par une petite phrase choc ce que vous venez de dire. C'est la grande problématique du dedans et du dehors, en fait. Oui. C'est vraiment aussi cette alliance, ou on va dire cet équilibre-là, en fait, souligne René. Alors, il y a un SMS très amusant d'Anna que je voulais partager avec vous, Richard, qui dit « Est-ce de la procrastination de repousser le moment de se coucher pour écouter la libre antenne alors qu'on sait qu'on doit se lever tôt demain ?» Moi, je me sens un peu coupable, Diana. Alors, vous en pensez quoi, Richard ? Alors là, il n'y a aucune... Je me pose pas la moindre question là-dessus. Ouais. L'essentiel, c'est une fois de plus d'être d'accord avec soi-même. Oui, c'est le plaisir. De vivre ici et maintenant. Mais oui, exact. Oui. Là, je suis avec vous, je discute. Voilà, je veux passer un bon moment. Je ne pense à rien d'autre. Et ce qui fait que demain, au moins, j'aurais profité de cet instant présent. Tout à fait. Qui fait que demain, ça va me mettre en joie. Ça va me mettre en joie. Ouais. Oui, c'est du plaisir. Oui. Voilà, on oublie souvent de rester dans l'instant présent, ici et maintenant,
Et ce qui fait qu'on on perd le plaisir. On pense au lendemain. Oui, parce que là, Anna est en train de se culpabiliser. Du coup, elle perd la notion de plaisir avec elle-même. On perd la notion de plaisir. Et elle se raconte qu'elle se dit, je devrais plutôt me coucher tôt parce que je travaille demain. Oui, ça, c'est le devoir. Effectivement, c'est la raison. Mais le plaisir ne connaît pas toujours la notion de raison et c'est une ressource, le plaisir. Tout à fait, parce que c'est comme si vous avez une relation sentimentale et amoureuse avec quelqu'un, que vous passez, vous êtes dans le plaisir de la personne et tout, et puis vous vous dites non, je dois me réveiller demain matin parce que je dois aller travailler. Et ça c'est la pire des choses, parce que en fin de compte, si on se dit ça, on va rater, on va se coucher. Le lendemain, on va aller au travail, pas avec un grand enthousiasme. On va passer une mauvaise journée, et après le soir, ce qui fait que le soir, vu qu'on a passé une mauvaise journée, le soir on va passer une mauvaise soirée, et puis ça va être comme ça quotidiennement, ça va être comme ça. Tandis que si on vit au moment présent, qu'on prend du plaisir avec la personne avec qui on est et qu'on ne se pose pas la moindre question du lendemain, à quelle heure je dois me lever, et vous savez comment ça se passe quand on est amoureux, quand on a une relation sentimentale ou amoureuse, et quand on prend vraiment du plaisir avec la personne, on ne pense pas au lendemain, même si on dort 3 ou 4 heures, le lendemain, le fait d'avoir passé un bon moment, avoir pris beaucoup de plaisir avec la personne, fait que le lendemain, même si on a dormi 3 ou 4 heures, on va avoir une forme incroyable et ça va nous donner une énergie pour la journée. Et ce qui fait qu'après la soirée, ça va nous redonner de l'énergie pour la soirée. Et puis après, c'est cyclique. Oui. Alors, justement, il y a Monica qui dit « J'ai l'impression que les hommes ne réagissent pas pareil aux problèmes que les femmes, parce que les hommes cherchent à structurer alors que nous, on déprime », dit Monica. Ah, ça, non. Oui, un peu. Oui, un peu, hein. Oui, il y a comme... En tout cas, c'est ce qu'on entend ce soir. Alors justement, il y a Lilia qui dit « Je pratique le chant, donc la respiration, mais pour autant, je remets depuis 10 ans le fait de ranger ma cave et j'en ressens une angoisse et une souffrance démesurée. Alors je chante et tout s'arrange, sauf ma cave qui reste pleine. » J'entends que ça vous fait rire, Richard. Elle devrait chanter davantage. Quel conseil vous dites à Lilia de chanter davantage pour qu'elle puisse ranger sa... Chanter davantage mais attention, parce que là c'est dangereux, parce que des fois chanter, ça veut dire c'est vouloir fuir absolument ces problèmes. Ces obligations. Oui, parce qu'il y a quand même une histoire dans les papiers administratifs, dont on sait que ça touche énormément la procrastination, enfin tout ce qui nous casse les pieds, en d'autres termes. C'est aussi quelque chose d'enfantin, c'est-à-dire de jouer avec l'obligation de l'âge adulte, où on se dit un peu comme si nos parents nous disaient va faire tes devoirs, et on veut surseoir à ce devoir de faire, alors que l'adulte doit faire face justement à certains devoirs ou certaines responsabilités, et ça va avec la vie d'adulte. Donc c'est aussi quelque chose d'un peu enfant. Alors là, j'entends effectivement qu'avec les messages qu'on reçoit, on met la procrastination un peu à toutes les sauces. Bon, c'est pas parce qu'on fait pas quelque chose. On parlait de l'amour, là, effectivement, il y a le fait de ranger la cave. Il y a quelquefois des choses, j'allais dire, plus graves ou plus importantes quand ça se passe sur les devoirs de l'adulte en société. Je pense justement aux impôts, aux papiers administratifs qui nous mettent en insécurité. Oui, alors là, c'est exactement la même chose. Les papiers, moi, pendant longtemps, enfin une période de ma vie, j'avais tendance à toujours remettre le lendemain. C'était vraiment épuisant les papiers. J'avais pas envie de m'y mettre, etc. Et puis avec la pratique, avec cette pratique quotidienne cette discipline. C'est une discipline, que vous pratiquez, que je fais tous les jours, fait que voilà, je ne pense plus au papier, je ne pense plus à rien, je fais le vide, dans ma tête. Et ça vous met dans l'axe. Et le lendemain, et c'est ça qui est bizarre, c'est un peu magique, c'est que le lendemain, boum, ça se fait. J'ai toute l'énergie nécessaire pour faire tous mes papiers. J'ai bouclé mes papiers en 3 quarts d'heure, 1 heure et tout. Ça y est, ça va être tout va être en place.
là, surtout en ce moment, j'ai une tonne de papiers, j'ai des procédures en cours et tout. Eh bien, ça y est, tout est bouclé. Et comme ça, je peux passer à autre chose. Vous voyez? Et ça fait que je ne me laisse plus envahir. C'est un peu comme la vaisselle. On ne fait pas sa vaisselle, on ne fait pas sa vaisselle, donc ça s'accumule, ça s'accumule, et ensuite après on n'a plus envie ça nous déprime de la faire, tandis que si on la fait tous les jours quotidiennement, eh bien fait que vous avez toujours un peu, ça vous donne un espace de liberté qui est assez, oui, c'est tout à fait assez juste. important. Assez important. Merci Richard pour votre témoignage. Et puis pour Lilia, il y a Didou Paris qui vous conseille, Lilia, de chanter dans votre cave. Ça peut être aussi une solution. J'aime beaucoup toutes les solutions des auditeurs dans la libre antenne. Merci à vous Richard de nous avoir appelés. Merci. Bonne soirée. Et merci pour ce sujet parce que c'est très intéressant. Oui. Oui, tant mieux. Moi, je suis ravie quand mes petites introductions comme ça lancent des thèmes. Je m'y attends pas, mais merci. Si vous avez d'autres thèmes, n'hésitez pas à les lancer. À chaque fois, je fais une intro à chaque émission, donc bienvenue quand vous la prenez. Mais je sens qu'il y a il y a des thèmes qui sont plus parlants que d'autres, donc je vais y réfléchir. Voilà. Non, mais voilà. Merci encore. Merci à vous, merci Richard. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Et on accueille tout de suite Jackie. Vous êtes là, Jackie ? Oui, alors on vous prend directement parce que je vois l'heure de l'émission qui avance là et il nous reste à peine un petit quart d'heure ensemble. Jackie, vous vouliez nous parler ce soir d'un problème, je crois, avec l'alcool, c'est ça ? Oui. Depuis le décès de mon père qui a eu lieu le 21 juin 2010. Oui. Donc le jour de la fête de la musique. Suite à ça, je suis tombé dans l'alcool. En 2011, j'étais au fond du gouffre. Au niveau travail, c'était guère mieux. Je travaillais, je conduisais même des véhicules poids lourds. Je devais être à 2 grammes et demi d'alcool dans le sang. Oula, mais vous allez nous faire peur là de nous dire ça comme ça à l'antenne. Oui. Mais ça, je m'en suis sorti. Fin 2011, j'ai fait des démarches personnelles sans que personne me pousse derrière. Je suis allé aux urgences faire des démarches pour demander comment faire pour arrêter de boire. Donc j'ai vu un psychologue et un psychiatre. Oui. Ensuite, février 2012, j'ai fait une cure qui a duré 3 semaines. Oui. J'ai eu 2 petites rechutes d'une semaine, donc j'ai refait 2 petites cures d'une semaine. Et depuis juillet 2012, donc ça va faire 4 ans en juillet, je n'ai plus touché une goutte d'alcool. Bravo. Donc je suis abstinent. Oui. Ça me manque pas. Oui. Je n'ai pas d'envie irrépressible d'aller en acheter. J'ai aucun manque là-dessus. Je travaille, j'ai repris mon travail, j'ai failli perdre mon travail dû à l'alcool. Oui. Donc j'ai fait 30 mois de dépression nerveuse, ouais, c'est 30 mois de travail consécutif. Oula, ouais. Et j'ai eu du mal à faire le deuil de mon père déjà, donc ça va faire 6 ans le 21 qu'il est décédé, malheureusement. Oui. Moi, j'ai toujours une petite place dans mon cœur pour lui. Bien sûr, ouais. Et il me manque. Ouais. Et en 2011, j'ai appris par mon ex-compagne, qui est maintenant mon ex-compagne, que ma mère voulait me faire interner en psychiatrie. Donc, elle voulait l'avis de mes frères et sœurs pour savoir si elle devait me faire interner en psychiatrie. Ouais, elle était très inquiète pour vous, en fait. Ouais. Inquiète, oui, mais j'étais la 4e roue du carrosse, donc un peu le souffre-douleur de la famille. Moi, je me sentais plutôt délaissé et non désiré. Et par votre père, non, justement, c'est pour ça qu'il vous manque. Oui, il est Non, c'est pour ça qu'il me manque. Mais oui, c'est ce que je comprends. Ouais. Parce que moi, j'étais bon à effectuer les tâches ingrates à la maison, alors que frères et sœurs, ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. Mais en tout cas, vous étiez une bonne aide pour votre papa. Il pouvait compter sur vous. Vous étiez. De ce côté-là, oui. Ouais. De ce côté-là, donc oui. vous étiez aussi l'homme de la famille.
Ben oui, parce que j'ai racheté, quand il a arrêté de conduire en 2008, moi j'ai racheté sa voiture en 2009. Oui. Et au lieu qu'elle soit dépérée, hein, donc j'ai dit bon ben je vais te la racheter parce que moi j'en avais plus. Et bon, depuis j'ai revendu, mais je sais que la voiture avait pas de problème mécanique, elle est toujours très bien entretenue. Et maintenant, je sais qu'elle est sur Poitiers. J'ai revendu depuis. J'ai revendu en 2012 pour une jeune étudiante. Et puis, voilà. Bon. Ouais, vous en avez pris soin. Et aujourd'hui, alors Jackie, vous, justement, vous avez surmonté beaucoup d'épreuves. Hein, vous avez traversé ces épreuves et vous les avez surmontées. Comment, ce soir-là, vous nous appelez, il reste justement comme ça, aujourd'hui encore, des choses qui vous posent problème, qui vous font souffrir? Il y a toujours des souvenirs de par mon père qui remontent à la surface. Bien sûr. Oui. Bon, déjà, le 21 juin, c'est la fête de la musique et c'est le jour de son décès. Donc, obligatoirement, je lui ai pensé. Le 21 mars, c'était son jour de naissance. Oui. Il aurait eu 86 ans, là, cette année. Donc, voilà. Au mois de février, le 15 février, c'est la Saint-André, la Saint-Claude et le 30 novembre, la Saint-André. Donc, j'ai beaucoup de choses qui me rappellent à lui, quoi. Donc, oui, et en même temps, vous pouvez aussi être dans son heureux souvenir, j'ai envie de vous dire, en sachant que, voilà, il avait fait son chemin et sa vie, et cultiver son souvenir à travers les choses que vous aimez faire ou auxquelles vous aimez penser en lien avec lui, mais pas forcément dans la douleur et le manque, parce que vous êtes dans l'axe de la vie où lui, il avait 86 ans. Bon, il aurait pu vivre encore quelques années, mais vous voyez, vous êtes son fils, vous avez, je crois, vous avez 47 ans, c'est ça aujourd'hui. Oui. Et vous avancez donc dans le souvenir de ce père, en gardant le meilleur, tout ce que vous aimez, et peut-être moins dans la douleur et le regret. Oui, parce que je suis suivi par un psychiatre en addictologie, alcoologie, et une psychologue et une infirmière. Donc, je suis constamment suivi de ce côté-là. Dès que j'ai un petit souci, je sais où appeler. C'est bien. Je sais me diriger. Dès que j'ai un petit souci dans le moral, au niveau moral, je sais quoi faire. Donc, mais bon, il y a toujours un manque. Bon, depuis, je suis célibataire et c'est pareil. Il y a la solitude qui pèse derrière, quoi. Oui, c'est qu'en plus, vous avez, par-dessus toutes ces épreuves, vous avez vécu une séparation, un divorce en 2015, c'est ça? Oui. Donc ça a été assez douloureux. Ça fait beaucoup de ruptures, oui. Oui, parce que j'ai vécu 25 ans avec la personne, donc ça a été dur à se remettre. Et c'est elle qui est partie? Ou c'est un commun accord, vous diriez? C'est un commun accord, C'est une séparation de commun accord, mais on est resté en bon terme. Mais bon, on ne tourne pas la page comme ça au bout de 25 ans, du jour au lendemain, quoi. Non, c'est clair. Donc maintenant, il faut aussi que je pense à moi de mon côté, quoi. Oui, c'est-à-dire reprendre une vie dans laquelle vous avez ce qui vous tient à cœur. Peut-être encore, je pense à votre papa, parce que je sens que voilà, vous avez beaucoup d'héritage venant de lui. Ça peut aussi vous aider et vous porter. Parce que lui et mon ex-compagne, ça passait très bien, le courant passait très bien entre eux. Oui. Au contraire, il n'arrêtait pas de comment dire, de la taquiner, de discuter avec elle, de la taquiner, oui. Oui, la taquiner, ça de ce côté-là, il n'en loupait pas une. Et voilà, donc de ce côté-là, mais avec ma mère, ça passait pas, quoi, ça avait du mal. Et c'est ça aujourd'hui qui continue à être douloureux pour vous, c'est ce lien avec votre mère qui est difficile? Oui. C'est ça. Parce qu'en 2011, je lui ai dit, vu au point où on en arrive, les deux visages plus la voiture, alors prends-les bien en photo parce qu'il n'était pas prêt de les revoir, tu ne les reverras plus jamais. Donc, je lui ai dit comme ça de but en blanc. Mais la vérité,
voilà, faut que ça sorte à un moment ou à un autre, faut que ça sorte. Ça fait mal, mais... Vous êtes fâché contre cette maman? Vous lui en voulez? Oui. Oui. De quoi, Jackie? Parce que j'étais battu dans mon enfance. Par elle? De par sa faute. C'est-à-dire par votre père? C'est mon père qui me battait, mais de par la faute de ma mère. Pourquoi par la faute de votre maman? Parce qu'elle n'arrivait pas à me faire les devoirs, elle n'arrivait pas à s'aider de moi. À l'école, je suivais très bien, mais dès que ma mère voulait me faire les devoirs, j'étais têtu borné, et puis je les faisais pas. Oui, et du coup... Même si je faisais pas de bêtises, elle me faisait frapper pour un oui ou pour un non. Je montais dans ma chambre sans souper. Parce qu'elle demandait à votre papa d'intervenir dans ces cas-là? Ah oui, des coups de ceinture en cuir sur les fesses, j'en ai eu. Oui, c'est quand même lui qui agissait. Oui, et un beau jour, les gendarmes sont arrivés à la maison parce que la maîtresse me dit pourquoi tu t'assois pas? Je dis je peux pas, maîtresse. Quand elle a vu les faits dans lesquels j'avais, elle dit inspecteur d'académie, tout ça, elle a déclenché tout le système. Le soir, les gendarmes sont venus. C'est simple, hein, si vous arrêtez pas, c'est famille d'accueil, et puis voilà quoi. Ouais. Donc du jour au lendemain, mon père a changé son fusil d'épaule, puis il s'est aperçu que ça venait de ma mère. Donc, c'est-à-dire, comment ça il s'est aperçu? Il s'est rendu compte qu'il avait l'air qu'il pensait que c'était bien de faire ça parce que sa femme lui disait de le faire et qu'il n'avait pas de recul là-dessus? Mais lui, il rentrait du travail, il était paysan, donc il savait pas ce qui s'était passé à la maison. Il disait un peu ce qu'elle voulait, donc elle a détourné la vérité, elle a détourné à sa façon. D'accord. Donc, et là, votre père a changé du tout au tout son comportement à ce moment-là? Il vous a plus jamais battu? Oui, parce qu'à partir de ce moment-là, il m'a dit partout, maintenant, quand il récupère, je t'emmènerai avec moi. Ah, donc, en fait, il vous a emmené avec lui pour vous protéger quasiment, enfin. Voilà. Comme ça, ma mère, elle m'avait passé le dos et puis... D'accord, pour résoudre finalement le fait que votre mère s'en sortait pas, entre guillemets, avec vous, en fait, il a dit, puisque c'est comme ça, je t'emmène avec moi, elle aura plus à se plaindre, et moi je m'occuperai de toi. D'où le lien très fort que vous avez créé avec votre papa. Tout à fait. Je comprends. Eh oui. Et donc vous avez ce sentiment que cette maman n'a pas été une bonne maman pour vous? Non, parce que... Moi, je vois, par rapport à mon problème que j'ai eu d'alcool, je vois mon frère en bois, je lui ai dit, moi, je bois de l'eau, lui, il boit de l'alcool. Il m'a dit, oui, mais il met de l'eau. Je dis, qu'il mette de l'eau, c'est une chose, mais de l'alcool, il est toujours là. Oui, il continue, Donc, je suis le sien dans un jeu de quilles. Mais le chien qui s'en sort bien. On n'aime pas entendre la vérité en face, dans cette famille. Oui, mais Jackie, moi, ce que j'entends dans votre histoire, c'est que vous êtes battu, vous êtes résilient, vous avez, on entend quand vous racontez votre histoire, la conscience de plein de choses. Vous avez gagné, comme dit Didou. Voilà, vous avez gagné votre combat contre l'alcoolisme. Didou qui dit, Jackie, lui, va retrouver l'amour maintenant, parce que c'est peut-être. C'est un peu ce que j'espère, mais bon, pour moi, c'est pas facile. Lâchez cette histoire, Jackie, avec cette maman, parce que les jeux sont faits, et moi j'ai le sentiment que vous êtes sur votre chemin, et que vous êtes très riche de plein de choses, et de la conscience de plein de choses. Vous avez le courage de vous faire aider, de continuer à vous faire aider. C'est super courageux, avec une histoire de petit garçon qui n'était pas facile. Donc regardez devant, loin devant maintenant, Jackie. Oui, parce que quand je vais au cimetière, je vous dis d'aller chez ma mère. Donc Ouais, très bien. Regardez loin devant. Bon courage à vous, Jackie, et merci de nous avoir appelés. Je vous embrasse, Jackie. Au revoir. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle semaine. On se retrouve vendredi prochain à 23h pour une nouvelle Libre Antenne, librement avec vous. Il est 1h, vous écoutez Europe 1 et je vous laisse en compagnie de Sophie Larmoyer de ses carnets du monde. Faites de beaux rêves.